Donc déjà, bienvenue à tout le monde pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui euh, dans le cadre du projet vers un plan de résilience au Congo, collaboration et intelligence collective, Angoba Makassi. Vanel, c'est à toi. Bonjour tout le monde et bonjour Insaf, bonjour à notre intervenant, Madame Lucie Bakajika, et bienvenue à tous à cette deuxième session de notre webinaire consacré à la question du renforcement de la résilience urbaine contre les catastrophes naturelles, essentiellement les inondations en République démocratique du Congo. Et donc, comme je le disais, ça c'est notre deuxième session. Nous avons eu le plaisir d'avoir une première session il y a 2 semaines avec le professeur Modeste Kisangala, qui nous a brossé un peu de manière, je dirais, générale et aussi qui est entré en profondeur sur l'analyse de la question d'inondation qui frappe de manière récurrente et assez lourde de plus en plus la ville de Kinshasa. Donc, pour cette session, nous aurons l'honneur d'avoir l'accompagnement ou, je dirais, la participation de Madame Lucie Bakajika, qui est experte en gestion urbaine et qui travaille dans un grand projet de résilience urbaine à Kinshasa. Et je pense que nous aurons beaucoup à apprendre et cela va servir à ce que cette initiative puisse aller dans le bon sens. Merci Vanel. Alors, Angoba Makassi, c'est une initiative qui a été initiée par Vanel Moudombi, qui est urbaniste et membre de Ecumen Spaces for Dignity. Juste avant de commencer, pour donner une brève intro sur Ecumen, nous sommes en fait une ONG et une entreprise sociale qui est cofondée par des membres, un réseau de professionnels, d'architectes, d'urbanistes, de planificateurs, d'artistes aussi, et d'autres acteurs, actrices en Afrique et au Moyen-Orient, où finalement on accompagne tous les acteurs du terrain dans des missions de développement, de recherche, de coproduction et surtout de projets recherche-action sous lequel ce projet-là il s'insère. Donc, par rapport à Anguba Makassi, c'est une initiative qui vise le renforcement de la résilience communautaire à Kinshasa, mais notamment au Congo en général, et peut-être par la suite, ça va inclure d'autres pays en Afrique. Mais Kinshasa, c'est la première ville sur laquelle on va se focaliser dans cette première phase. Bien sûr, comme vient juste de le mentionner, Vanel, que le Congo, et surtout par sa position géographique, il est très vulnérable déjà aux catastrophes naturelles et notamment les inondations. Donc, ces événements, bien sûr, ils ont des impacts forts sur l'ensemble de la vie des Congolais et surtout des impacts dévastateurs où il y a des pertes quand même de vie. Donc là, bien sûr, dans le cadre du master spécialisé de Vanel, il a pu quand même travailler sur cette question et d'arriver à la conclusion qu'il y a une nécessité de développer un plan de résilience, mais un plan de résilience co-construit avec les acteurs du terrain, notamment même les habitants. Et c'est un plan qui va quand même comporter différentes volets, différentes phases, mais qui se base réellement sur une mobilisation communautaire et qui s'insère sous la houlette du développement communautaire. Et bien sûr, il vise ce projet, cette initiative à renforcer les filets de sécurité déjà mis en place et protéger les moyens de subsistance locaux. Juste pour donner un peu une idée sur comment en fait cette initiative et ce projet s'articulent. Donc, il s'articule autour de 5 points essentiels: la recherche participative, la coproduction des connaissances, le partage des connaissances, notamment via cette série de webinaires qui va continuer par la suite avec nos intervenants dans des sessions beaucoup plus en fait, voilà, langues et avec des échanges axés sur des cas précis, la coproduction de solutions,
qui va aussi faire suivre à cette initiative au mois de novembre, et la recherche-action, le prototypage, l'année 2025. Donc, aujourd'hui, juste pour aussi cadrer par rapport au phasage, nous sommes dans une phase de pré-diagnostic participatif et qui va donner lieu en fait à une phase de diagnostic participative, à un programme d'intelligence collective et bien sûr à une phase deuxième d'itération où on revient de nouveau à réitérer l'ensemble du processus pour pouvoir mettre en place en fait une démarche de planification intégrée, stratégique et systémique. Donc dans cette première phase de recherche participative et de mobilisation communautaire, nous avons quand même commencé notre action par une série de webinaires avec 5 intervenants experts qui s'y connaissent en fait dans la question et qui sont en fait acteurs et actrices qui œuvrent pour plutôt travailler sur cette question de résilience au Congo, résilience urbaine. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous professeur Lucie Bakadjika, qui est spécialiste en gestion urbaine et qui va aujourd'hui nous donner une présentation sur la résilience et le recouvrement post-catastrophe. Donc là, je donne quand même la parole à Madame Lucie pour se présenter et pour démarrer en fait cette session. Cette session, bien sûr, elle vise d'être courte pour pouvoir donner aussi lieu à des échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer sur, bien sûr, notre onglet discussion. Et puis, vous aurez quand même le droit à la parole par la suite pour échanger directement avec notre intervenante. Voilà, merci à tout le monde d'être là. Merci à notre intervenante d'être ici avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté de vraiment de présenter le travail et surtout le projet. On va le découvrir ensemble. Et c'est à vous. Merci Insaf pour la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis Lucie Bakajika, urbaniste spécialiste en gestion urbaine. Et actuellement, je travaille pour un projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa. C'est un projet qui appuie la ville de Kinshasa à améliorer ses capacités institutionnelles en gestion urbaine et aussi et surtout améliorer l'accès aux populations, aux infrastructures et services de base et aux opportunités socio-économiques. Je m'en vais donc vous faire une petite présentation de certains aspects liés au recouvrement, au relèvement post-catastrophe, puisque nous sommes dans le sujet de la gestion des risques et catastrophes. Et je vais vous parler essentiellement de l'approche que nous avons utilisée pour le projet dans lequel nous travaillons actuellement, qui a permis à ce qu'on définisse des investissements après des catastrophes qui sont survenues en 2018, qui a été donc l'amorce du projet que nous avons initié. Notre projet a démarré en 2021 et donc c'était un projet qui est venu justement répondre aux questions, aux préoccupations soulevées lors des inondations de 2018. Et donc, ce que je vais présenter ce matin, c'est effectivement qu'est-ce qui a amené à ce que l'on puisse mettre en place ces investissements pour relever la situation au niveau de la ville de Kinshasa. Alors, ma présentation, je ne sais pas si tout le monde la voit ou il faudrait encore que je la Il partage. faut Pour, repartager de nouveau. pour D'accord. l'instant, on ne la voit pas, Madame Lucie. OK. Un petit instant. Est-ce que Ok, vous parfait. voyez quelque chose déjà là? Ouais, ouais, nous la voyons bien, Madame. OK. Peut-être Alors, juste aller en mode ouais, par- vous, Plein vous y écran. êtes? Oui. Plein ouais, écran, oui, vous y êtes? c'est ce que je suis en train de faire. Ah, ok, ok, parfait. C'est bon maintenant? Voilà, parfait. OK. Alors, donc, je vais vous parler ce matin de la résilience et recouvrement post-catastrophe, les concepts clés, défis, opportunités liés à l'évaluation des dommages et besoins post-inondation à Kinshasa.
qui avait été réalisé évidemment en 2018. Voilà, en peu de mots, je vais essayer d'introduire un peu mon propos et parler un peu du contexte et de l'ampleur des inondations à Kinshasa et surtout des inondations de 2018 et essayer d'évoquer un peu la stratégie de relèvement résilient que nous avons faite dans le cadre de ce projet et une conclusion, bien entendu. Alors, comme vous le savez, les catastrophes ne cessent d'augmenter en fréquence et en amplitude dû à l'effet du changement climatique et aux actions anthropiques. Et pour la ville de Kinshasa, en général, c'est l'urbanisation accélérée que nous décrions dans plusieurs agglomérations urbaines du Sud, en particulier la ville de Kinshasa, parce que justement, ces villes-là se développent sans planification et ça renforce justement la vulnérabilité des populations à ces aléas. Et la ville de Kinshasa, comme vous pouvez l'imaginer, elle est exposée est vulnérable à plusieurs risques apparents et sous-jacents, dont les plus importantes sont les inondations et les érosions ravinantes. Mais on va se focaliser sur les inondations parce que c'est de cela que nous allons parler plus ce matin, mais nous traitons aussi dans le cadre du projet les questions de érosion. Alors, les inondations meurtrières de janvier 2018 ont mis à nu les retards et dysfonctionnements urbains et qui ont poussé justement les parties prenantes, donc les autorités du pays, de la ville de Kinshasa, ainsi que les partenaires techniques financiers qui sont venus à la rescousse de la ville de Kinshasa, à lever des options pour conjuguer des solutions structurelles et non structurelles. Donc, dans le cadre de ce projet, nous apaisantissons sur des solutions qui peuvent être durables, mais nous accompagnons aussi les populations, les parties prenantes à pouvoir s'approprier le plus possible des innovations qui vont être apportées dans le cadre du projet. L'approche qui a été proposée dans le cadre du relèvement est l'approche que tout le monde connaît, Build Back Better, donc reconstruire en mieux. Et c'est une approche qui vise à réduire la vulnérabilité des communautés à des catastrophes futures et à renforcer leur résilience à lutter contre les vulnérabilités et les chocs matériels, sociaux, environnementaux et économiques. Et cette approche que nous avons utilisée s'applique à tous les aspects et à tous les secteurs du relèvement post-catastrophe. Et nous, ici, nous avions relevé trois aspects, donc le domaine de la reconstruction des infrastructures, parce que quand il y a une catastrophe, après, il y a plusieurs infrastructures qui devront être repensées, reconstruites. Il y avait aussi le domaine du rétablissement de moyens de subsistance, parce que beaucoup de populations ont perdu des activités génératrices de revenus à cause des catastrophes, et il y avait aussi un besoin de regarder ces aspects-là et d'autres thématiques transversaux comme tout ce qui est lié à l'environnement, la dimension genre, la dimension gouvernance. C'est important qu'on ait pris ça en compte dans le cadre du relèvement post-catastrophe. Alors, un petit contexte de ces inondations. Alors, nous avions eu des inondations en janvier 2018 qui a été due à des pluies diluviennes. Elles ont affecté 23 communes des 24 de la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa est composée de 24 communes et elles avaient impacté les 23. Donc, on parlerait de 95% de la ville. Et ces inondations ont causé 51 décès et plus de 15 000 personnes ont été vraiment exposées à des risques. C'était assez important. Alors, il y avait plusieurs dommages, plusieurs pertes qui avaient été relevées et une évaluation avait été réalisée avec l'appui des partenaires techniques financiers qui ont pu ressortir ce qu'il y avait eu comme dégâts par rapport aux infrastructures et à l'économie. Et ici, je vous en donne quelques exemples seulement par rapport au logement. Il y avait 11,4 millions de dollars de dommages par rapport à ce secteur. Dans le secteur du transport, c'est à peu près 16,4 millions de dollars de dommages et l'agriculture, 27,7 millions de dollars de dommages et de pertes. Donc, les pertes totales étaient estimées à peu près à 75,6 millions de dollars. C'est quand même assez important pour une ville comme Kinshasa. Et en ce qui concerne le besoin de relèvement prioritaire, il avait été évalué à peu près à 115,7 millions de dollars, ce qui était prioritaire en ce moment-là, après avoir fait cette rapide évaluation.
Et on a identifié donc les priorités qui étaient la réduction des risques, la réhabilitation des infrastructures et la promotion de la sécurité alimentaire. C'était vraiment important que l'on puisse mettre de l'accent sur ça parce que on ne pouvait pas attendre. Et il fallait donc conjuguer les efforts pour que une approche intégrée puisse être mise en œuvre pour permettre à ceux que on relève toutes les difficultés liées à, à cette catastrophe qui a survenu dans la ville de Kinshasa. Et la stratégie qui avait été mise en place, c'était de pouvoir renforcer la résilience de la ville de Kinshasa. Elle s'est articulée sur trois axes: réduire les risques d'inondation, améliorer les infrastructures de base et promouvoir une agriculture périurbaine durable. Mais je tiens à souligner que dans le cadre du projet, nous avons mis de l'accent sur les deux premiers éléments de la stratégie, donc la réduction des risques d'inondation. Il y a beaucoup d'investissements que nous faisons dans le cadre du projet pour arriver à atteindre ce résultat-là. Et nous sommes focalisés aussi sur l'amélioration des infrastructures de base. Quant à la promotion de l'agriculture périurbaine durable, ce n'est pas vraiment le focus sur lequel nous sommes appesantis, mais ce sont ce serait un résultat induit des actions que nous allons pouvoir mener parce que la zone dans laquelle nous travaillons dans le projet, c'est une zone d'agriculture urbaine, périurbaine. Et le fait que nous allons travailler sur la réduction des risques d'inondation et l'amélioration des infrastructures autour de cette zone va justement amener aussi la promotion de l'agriculture dans cette partie de la ville. Un focus doit être absolument mis dans cette stratégie sur les aspects de gouvernance et de coordination. Parce que on a relevé le fait que en général, il y a un chevauchement, il y a des compétences qui se chevauchent au niveau institutionnel et il n'y a pas une forme de coordination sur le plan institutionnel. On ne sait pas qui fait quoi. Il y a plusieurs structures, multiplication de plusieurs institutions, plusieurs structures qui travaillent lorsqu'il y a catastrophe, mais il y a vraiment un manque, un déficit de coordination lorsque il faut que les actions soient mises en œuvre pour que le relèvement soit efficace. Et le succès justement de ce relèvement nécessite cette coordination. Et donc, un cadre institutionnel clair et des mécanismes de coordination sont essentiels. Et pour ça, il faut définir les rôles et les responsabilités des différents acteurs. Dans le cadre du projet, nous menons une étude sur la structuration de la gestion des risques et catastrophes dans la ville de Kinshasa pour mettre en place un organigramme clair des institutions et des structures qui interviennent avant, pendant et après catastrophe, parce qu'il y a réellement un besoin de pouvoir coordonner les actions de toutes ces institutions-là. Et il est question aussi de mettre en place une plateforme multi-acteurs pour que l'on puisse réunir tous ces différents acteurs, parce qu'il y a aussi une difficulté dans la ville de Kinshasa, c'est que la ville de Kinshasa, c'est une ville qui est à la fois capitale, elle a un statut de province, donc région si vous voulez, dans d'autres pays. Et ça pose toujours la problématique du conflit de compétences entre le niveau national et le niveau local de la ville elle-même. Et donc, lorsqu'il y a une catastrophe qui survient, l'institution ou le niveau ou l'échelle qui a dans sa compétence directe l'espace lui-même, c'est la ville elle-même, le gouvernement de la ville. Mais étant donné que c'est une ville capitale et que c'est le siège des institutions nationales, la tendance est que le gouvernement national s'investit rapidement, s'implique pour résoudre le problème lorsqu'il y a catastrophe. Donc, lorsqu'il y a une inondation qui survient, on voit arriver, que ce soit les émissaires du gouvernement national, que ce soit les émissaires du gouvernement provincial ou de la ville, et même des chefs locaux. Et il y a comme une cacophonie sur terrain de qui fait quoi et qui a suprématie sur qui. Et à un moment donné, on n'a pas de solution parce qu'il n'y a pas cette coordination, il n'y a pas cette plateforme qui réunit toutes les parties prenantes. Ça, c'est vraiment des aspects que nous allons relever et que nous essayons de relever ensemble avec toutes les parties prenantes, que ce soit du niveau national, que ce soit du niveau
provinciales. Une autre problématique, c'est le financement du relèvement. Ça aussi, c'est un point essentiel parce qu'il ne suffit pas de regarder les questions institutionnelles, c'est vrai, c'est important que l'on puisse savoir qui doit faire quoi, mais le financement est crucial. Il faudrait vraiment des ressources pour une reconstruction après catastrophe. On a vu dans notre pays à plusieurs reprises des cas d'inondation, des cas d'érosion, des gens ont perdu leur vie, ont perdu leurs biens, mais les plans sont faits, des programmes sont élaborés, mais c'est les ressources qui manquent. Il faut vraiment une certaine combinaison de ces financements internes et externes, publics et privés. Et là, nous voyons le budget national s'investit toujours parce que c'est parmi les attributions du gouvernement de la RDC de pouvoir intervenir lorsqu'il y a catastrophe, mais on le sait que ce n'est pas toujours suffisant. On recourt au financement extérieur à travers les partenaires techniques financiers des organismes internationaux, mais eux aussi, quand ils arrivent, ils ont un budget précis et on se focalise sur des priorités. Et pour ça, il faut rajouter alors le secteur privé. Il faut aussi intéresser le secteur privé au travers des partenariats publics-privés pour qu'il y ait un relèvement, une reconstruction rapide et qui puisse être durable. Et ça, c'est aussi un autre moyen qui peut permettre à ce que on puisse reconstruire après une certaine forme de catastrophe et aider à avoir d'autres infrastructures pour la population. Alors, la réduction des risques futurs. Ici, c'est vraiment, l'idée ici, c'est que l'on puisse prendre des mesures. L'idée ici, c'est de prendre des mesures qui puissent favoriser la pérennisation, la durabilité par rapport à la gestion des risques et catastrophes dans la ville. Parce qu'effectivement, je ne l'ai peut-être pas si bien signifié dans mon exposé au début, la ville de Kinshasa, elle est implantée sur une plaine alluviale. Il y a beaucoup de rivières. Il y a le fleuve Congo lui-même et il y a aussi beaucoup de rivières, des affluents du fleuve Congo, donc, qui se jettent dans le fleuve Congo. Ce qui fait que ça rend réellement cette partie habitée, agglomérée, très, très exposée à des risques d'inondation parce qu'effectivement, toutes ces rivières et toute cette occupation qui devient de plus en plus anarchique dans le pays, dans la ville, amène à ce qu'il y ait des problèmes d'assainissement et ça entraîne justement beaucoup d'inondations dans la partie agglomérée de la ville. Et en plus de cela, il y a une zone collinaire autour de cette plaine, elle, qui emmène justement les glissements de terrain, les ravins, les érosions, et c'est encore donc une combinaison de catastrophes entre les inondations et les érosions, c'est un peu le mix que nous avons dans la ville de Kinshasa. Alors, la réduction des risques est primordiale parce qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir connaissance de ce que nous avons comme problème dans la ville. Meilleure connaissance des aléas, le renforcement des systèmes d'alerte et la sensibilisation des populations sont des mesures structurelles et non structurelles que nous pouvons proposer. Et la cartographie des risques, c'est vraiment une priorité que nous avons dans la ville parce que si nous ne connaissons pas quels sont les risques auxquels nous sommes exposés, il est difficile de pouvoir définir des solutions adéquates pour renforcer la résilience dans la ville. Et un des moyens que nous avons trouvé aussi, c'est les systèmes d'alerte précoce parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs rivières, il y a plusieurs sources donc potentielles de ces risques-là à travers toutes ces rivières et tous ces problèmes d'assainissement. Il faut absolument mettre en place ce système qui peut permettre à ce que les populations se préparent et les autorités, les entités puissent se préparer et essayer de mitiger le plus possible tous ces risques-là. Actuellement, il a été mis en place un système d'alerte précoce sur une rivière. La rivière Njili, c'est la plus grande, je dirais la plus importante de la ville de Kinshasa. Mais c'est vrai que c'est un système qui avait été mis en place avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Mais il se pose encore le problème de la gestion des déchets parce que nous, encore, dans la ville, on a la problématique de la gestion des déchets. La gestion des déchets, les déchets ne sont pas suffisamment organisés, si bien qu'on retrouve plusieurs déchets dans les rivières, les cours d'eau et ainsi de suite. Et ça entraîne justement les inondations, ça entraîne la problématique
Donc, la prévention que l'on pourrait avoir, la planification que l'on pourra avoir en mettant n'importe quel système est à chaque fois biaisée à cause de cette problématique de gestion des déchets qui n'est toujours pas résolue. Donc, il y a vraiment une question de réfléchir dans ce sens pour que les systèmes qui vont être mis en place puissent servir. Et en plus de ça, il y a la sensibilisation des populations. Pour ça, c'est quand même très, très intéressant aujourd'hui de voir que beaucoup d'initiatives au niveau local sont faites par les populations, les communautés elles-mêmes. Elles se prennent en charge sur la manière dont elles peuvent se protéger contre ces différents risques et catastrophes. Malheureusement, c'est pas suffisant parce que il y a besoin aussi de prendre des mesures fortes, de pouvoir dégager, par exemple, les berges de rivière, parce qu'il ne faut pas occuper une berge, le lit majeur d'une rivière, parce que là, c'est trop compliqué pour pouvoir résoudre ce type de problème. Mais pour ça, il y a d'autres aspects qu'il faudra travailler avec les autorités pour justement améliorer donc l'occupation des sols au niveau de la ville de Kinshasa. Il y a un besoin énorme en renforcement de capacité parce que de plus en plus, on sent au niveau de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les autorités elles-mêmes, la communauté et tous les autres acteurs, les intervenants, de pouvoir avoir suffisamment de capacités, de compétences pour pouvoir comprendre, prendre connaissance de ces aléas, prendre connaissance de ce qu'il y a comme besoin et aussi apporter des solutions. Et tant que ce programme de renforcement des capacités n'est pas encore mis en œuvre, ça paraît être assez laborieux de prendre en charge toutes ces questions. Alors, par rapport au relèvement post-catastrophe, il y a lieu réellement que ce renforcement de capacité soit aussi orienté sur le maintien et l'entretien des infrastructures qui sont mises en œuvre. Parce que c'est ça aussi la difficulté que nous avons dans nos pays. On peut reconstruire des infrastructures, on peut mettre en place des systèmes d'alerte ou des digues et tout ce qui va avec. Mais c'est l'entretien, le maintien de ces infrastructures qui pose problème. Et pour ça, il faut beaucoup travailler avec les communautés, les sensibiliser pour pouvoir préserver les acquis qui sont apportés lorsqu'il y a reconstruction ou relèvement post-catastrophe. C'est important. Et aider aussi, comme on l'a signifié, par rapport à l'économie locale, parce que lorsqu'il y a des catastrophes, l'économie locale est totalement affectée. Il faudrait vraiment voir dans quelle mesure mettre en place des mécanismes qui peuvent permettre justement la continuité des activités économiques pour que les gens ne soient pas, euh, ne se retrouvent pas dans une situation euh, plus difficile qu'elle ne l'était avant. C'est ça le principe de l'approche BBB, il faut reconstruire en mieux. Donc, on ne va pas emmener une solution qui va ramener en arrière les populations qui ont été exposées. Donc, on doit tout faire pour que les solutions qu'on apporte puissent amener un plus et qu'ils ne puissent pas les rendre plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant. Et enfin, il faut vraiment mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation parce que le système, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a lieu de pouvoir suivre un peu ce que l'on préconise comme action, comme réglementation. Il faut vraiment un système robuste et crucial parce qu'il faut qu'on mesure les progrès dans les activités que l'on met en œuvre, qu'on identifie les obstacles et on ajuste la stratégie. Parce que la stratégie, elle est bonne, elle est théorique, certes, mais il se peut que dans la mise en œuvre, que l'on rencontre plusieurs obstacles, on rencontre plusieurs défis qui peuvent nous permettre de pouvoir ajuster, adapter en fonction des réalités du terrain. Et il faut des indicateurs clairs et un mécanisme de reporting régulier qui devrait être nécessaire avec une collecte de données qui soit régulière, systématique, et mettre en place un système de remontée d'informations bottom-up pour que vraiment que l'on ait des informations en temps réel et qu'on permette à ce que les orientations puissent être faites de la manière la plus fluide possible. Alors, en conclusion, moi, je pourrais évoquer que l'approche Build Back Better elle est préconisée en situation de relèvement post-catastrophe. Pourquoi? Pour le cas de la ville de Kinshasa en général, parce qu'elle permet d'encourager les communautés, les parties prenantes à reconstruire en mieux par rapport à l'état d'avant
la catastrophe dans le but de renforcer la sécurité, la viabilité et la résilience des communautés. C'est une approche, cette stratégie, elle est élaborée sous la base de l'évaluation rapide des dommages et pertes et des besoins post-inondation. Elle préconise des solutions taillées sur mesure pour résoudre les problèmes d'inondation et d'érosion dans les zones et chez les communautés affectées. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que effectivement, dans le cadre du projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, de développement multisectoriel et de résilience urbaine qu'on appelle communément KIN et LENDA, cette approche a été utilisée pour appuyer la ville de Kinshasa dans la structuration institutionnelle de la GRC, mais aussi dans la reconstruction d'infrastructures plus sûres, plus résilientes aux catastrophes, tout en associant les populations vulnérables dans cette approche. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment voulu que non seulement on est en train de résoudre la problématique liée aux inondations, par exemple lorsque on doit désenclaver un quartier, ou améliorer l'assainissement dans un quartier, il ne suffit pas seulement d'amener des solutions grises, mais il faut accompagner les populations, les communautés qui sont bénéficiaires de ces infrastructures pour leur faire comprendre quel est le bien fondé de ces infrastructures. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a une problématique de gestion des déchets. On peut bien construire des caniveaux pour qu'il y ait l'écoulement des eaux, mais si la population n'est pas suffisamment instruite, elle ne s'est pas appropriée de la problématique, elle va peut-être continuer à mener des actions qui ne sont pas à même de mitiger les risques d'inondation parce qu'elles peuvent encore déverser leurs déchets dans les caniveaux et cela va entraîner encore une fois de plus des inondations. Donc, toutes ces questions-là, il faut à chaque fois un accompagnement des populations à côté des actions de reconstruction pour qu'il y ait justement cette résilience face aux risques d'inondation et d'érosion. Merci beaucoup pour votre attention. J'attends les questions s'il y en a. Merci beaucoup. Allez-y, Vanel. Merci, Ntaf. Merci beaucoup, Madame Lucie Bakajika, pour votre intervention. Je retiens que cette problématique est une problématique très préoccupante pour la ville de Kinshasa et que la ville, le pays, notamment avec les partenaires extérieurs, tentent tant bien que mal d'endiguer la problématique, mais que la situation particulière de Kinshasa, notamment sur le plan administratif, pose quelques défis à relever. Mais vous avez aussi fait un focus sur l'approche BBB, qui, selon vous, est une approche essentielle et adaptée par rapport à cette situation préoccupante pour la ville de Kinshasa. J'ai beaucoup de questions pour vous, mais je ne sais pas si on aura suffisamment de temps pour que je puisse les poser toutes. Mais déjà, je pense que je vais quand même vous poser deux petites questions voir avec les jeux questions-réponses avec d'autres participants si à la fin j'aurai la possibilité de vous poser les autres questions. Bon, mes questions, je les ai notées. Je pense que premièrement, je vais commencer justement à revenir sur l'approche BBB ou bien plutôt sur la question de réduction des risques futurs. Je voudrais savoir, Madame, selon vous, quelles sont les mesures spécifiques quelles sont les mesures spécifiques et peut-être qui peuvent être mises en place pour améliorer le système d'alerte précoce et des sensibilisations communautaires et à Kinshasa? Parce que comme vous le savez, les projets Ngumba Makasi que Ecumens est en train de mettre en place est un projet qui se base essentiellement sur la participation communautaire. Vous l'avez évoqué lors de dans votre propos que ce qui est intéressant, c'est que les communautés locales euh, essayent aussi, tant bien que mal, de s'imprégner ou de s'imprégner de la problématique et de tenter des solutions à leur niveau. Mais selon vous, quelles sont les mesures spécifiques vraiment qui sont, je dirais, incontournables qu'on peut mettre en place pour arriver à endiguer cette problématique avec la participation de ces communautés. Et ma deuxième question, c'est sur les BBB, comme je le disais, sur les questions, sur la stratégie des relèvements et de la résilience.
Et comment l'approche Build Back Better, comme vous l'avez dit, a-t-elle été appliquée concrètement dans les efforts de relèvement à Kinshasa dans les cas des projets que vous êtes en train de développer dans le cas de Kinelenda? Pour l'instant, je crois que c'est tout. On verra si j'aurai le temps de poursuivre avec les autres questions. Merci. Je peux commencer déjà à répondre à ces deux questions? D'accord. Merci beaucoup pour ces questions très pertinentes. C'est vraiment intéressant que vous ayez capté ces éléments-là de ma présentation. Alors, par rapport aux mesures spécifiques pour le système d'alerte précoce et la sensibilisation des communautés par rapport à à la réduction des risques futurs. Effectivement, il est question normalement de pouvoir travailler dans une approche de mobilisation des parties prenantes. En fait, il faut que identifier toutes ces parties prenantes-là. Là, je parle d'abord des aspects de sensibilisation. Euh, Connaître la cartographie, au fait, des acteurs, de toutes ces parties prenantes qui sont dans le milieu. Et ensuite, essayer de voir avec les actions que nous menons par rapport au système d'alerte précoce, évoquer, travailler avec ces communautés-là, les écouter, discuter avec eux, leur proposer les solutions que nous apportons par rapport au système d'alerte précoce, par exemple, discuter avec eux sur la manière dont on envisage de mettre en place ce système, comment il devrait fonctionner, pour recueillir leurs avis. Parce que je ne vous cacherai pas, nous avons eu plusieurs ateliers où nous avons eu à échanger avec les parties prenantes. Les communautés ont leur manière de se prévenir des inondations. Ils ont leur pratique, que je dirais, locale. Ils ont leur fonctionnement. Et lorsqu'on amène maintenant des solutions, nous, en tant que techniciens, on ne doit pas venir saper, au fait, les initiatives locales, ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire. Donc, lorsque l'on arrive sur place dans les communautés, il faut regarder, observer ce qu'ils font, les écouter, voir ce qu'ils proposent comme initiative locale et voir leurs limites, parce que souvent, ils sont limités par les moyens, par les connaissances, et essayer de regarder comment on peut amener des solutions qui puissent rencontrer, en fait, leur attention et leur démontrer aussi le bien fondé de cela. Je donnerai un exemple. On met en place souvent on met en place des digues, je dirais, naturelles que les populations ont l'habitude de faire. Ils prennent des sacs, ils mettent du sable, ils essaient de se protéger contre les inondations. C'est une très bonne chose. Mais lorsque nous, on emmène une solution beaucoup plus durable, on ne doit pas oublier que les populations elles-mêmes, lorsqu'elles font ça, elles se préoccupent, elles entretiennent, elles observent, elles analysent, elles observent pendant plusieurs jours, elles vérifient le niveau de l'eau. Elles prennent du temps pour pouvoir suivre ce qui se passe, même lorsqu'elles utilisent les sacs de sable. Mais nous, lorsque nous emmenons des digues, nous emmenons des choses qui sont beaucoup plus, des solutions grises, beaucoup plus durables, on ne doit pas se soustraire, on doit essayer d'intégrer cette même communauté qui avait l'habitude de faire le suivi, le monitoring, de pouvoir continuer à faire du monitoring, même lorsqu'on a appliqué, on a amené des solutions plus durables. Donc, c'est cette logique-là qu'il faudrait continuer à avoir lorsqu'on on travaille sur des questions de reconstruction. Bon, pour les aspects de l'approche Build Back Better, euh, effectivement, nous, dans le cadre du projet, nous avons préconisé de résoudre les problèmes d'inondation. Par exemple, nous avons réfléchi sur une zone qui était sujet à des érosions, à la fois érosion et inondation. C'est un quartier, une commune qu'on appelle Kisenso. C'est une commune qui est très, très, très exposée, très vulnérable. Et en plus de trouver des solutions pour résoudre le problème des ravins, on a essayé de se projeter pour se dire que c'est une solution, c'est un quartier qui souffre d'un déficit dans l'infrastructure. Ils n'ont pas d'eau,
ils n'ont pas de courant électrique de manière régulière. Ils n'avaient pas de route, des voies asphaltées et tout, mais ils n'ont pas de bonnes écoles pour les élèves et tout. Donc, ils ont beaucoup de problèmes dans cette zone-là. Donc, lorsque nous sommes venus résoudre le problème d'inondation et d'érosion, nous avons regardé tous les autres aspects cette commune avait comme difficulté. Et nous avons donc intégré, lorsqu'on on met en œuvre, actuellement, on est en train de mettre en œuvre des infrastructures où on va disons, construire, c'est même pas réhabiliter parce que la route n'existait plus à cause de l'érosion. On reconstruit une route sur le ravin. Ce sera une grande voie structurante dans la commune. Et il y en a d'autres que l'on va pouvoir reconstruire. Mais en plus de ça, on a intégré l'aspect eau. Donc, on va mettre en place un mécanisme pour qu'ils aient plus d'eau qu'ils ne l'avaient avant. On a mis en place, parce qu'il y avait une conduite secondaire d'eau potable qui avait été détruite par l'érosion. Donc, on n'est pas juste venu remettre la route, on a repris la conduite, mais on a encore renforcé la desserte en eau dans la zone. On a réhabilité des écoles qui avaient été détruites, pas par les érosions, mais ce sont des écoles qui desservent les populations des enfants de cette communauté. Mais on a essayé de prendre en charge cette question-là pour justement résoudre le problème de ces écoles. Et on y a intégré l'énergie électrique par panneaux photovoltaïques parce que effectivement, il y a un besoin réel de scolarité dans ces milieux-là et les élèves étudient jusque tard dans la journée, mais comme il n'y avait pas d'électricité, il fallait assurer absolument la permanence de l'électricité dans ces différentes salles de classe. Et donc, on a intégré beaucoup d'aspects comme ça et que nous estimons qui sont durables parce qu'avec ça, nous savons que on n'a pas seulement résolu le problème d'inondation, d'érosion qui était pendante en ce moment-là, mais on a essayé d'intégrer d'autres aspects qui ont permis à ce que ce quartier puisse se désenclaver et qu'il puisse obtenir un coup de pouce pour son développement. Il y a d'autres aspects que je ne voudrais pas m'étaler ici, mais il y a beaucoup d'efforts que nous faisons dans le cadre du projet pour, lorsque nous venons pour une reconstruction, une amélioration, nous cherchons à faire mieux que ça. J'en ai un autre exemple. Nous sommes en train de reconstruire un espace public qu'on appelle la place Sainte-Thérèse. C'est un espace récréatif sportif qu'on va devoir mettre en œuvre. À la base, c'était juste un terrain sablonneux. Là, nous allons mettre en place tout ce qu'il y a comme terrain de foot, terrain de volleyball, basketball, et ainsi de suite, des espaces de jeux pour enfants, et ainsi de suite. Mais en plus de ça, nous sommes en train de réfléchir sur la manière dont cet espace devrait être géré pour qu'elle s'autofinance et que l'entretien se fasse de manière... et nous avons un accompagnement en plus de ça avec les autorités compétentes qui travaillent, qui sont habilitées à gérer cet espace. Nous travaillons avec eux pour rendre cet espace rentable par elle-même et qu'elle puisse s'entretenir par elle. Donc, il y a des questions comme ça qui permettent à ce que l'on améliore un peu la qualité des infrastructures que nous proposons. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup pour les réponses. Nous avons une autre question par Zidane Joël. Il dit bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les mesures d'urgence sociaux qui ont été déployées face à ces catastrophes survenues avant de penser aux mesures de résilience et aux moyens d'éviter d'autres catastrophes dans le futur. Et moi, je rajouterais en fait par rapport dans le cadre de cette question, vous avez mentionné pendant votre présentation deux choses que j'aimerais bien découvrir un peu plus, mesures structurelles et non structurelles. Quelle est la différence entre les deux? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je réponds d'abord sur les mesures d'urgence sociaux. Effectivement, les mesures d'urgence sociaux, lorsque la catastrophe arrive, je me rappelle que les premières actions qui avaient été menées, c'était de pouvoir venir en aide aux populations qui avaient été infectées. Effectivement, il fallait les identifier d'abord, ensuite
essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait prendre en charge ceux qui avaient perdu, par exemple, des biens comme leur maison, et ainsi de suite. Mais il y avait aussi d'autres problématiques comme il y avait certaines écoles, centres de santé qui devenaient inaccessibles à cause de l'inondation. Il y avait des malades, il fallait dégager. Il y avait des élèves qui n'étudiaient plus. Il y avait des personnes, comme je l'ai dit, il y a la problématique de moyens de subsistance. La zone qui avait été demandée, c'est une zone d'agriculture périurbaine. Donc, des personnes, les mamans maraîchaient et tous ceux qui faisaient du maraîchage n'avaient plus accès à leurs espaces de maraîchage. Donc, à un moment donné, ils avaient des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Alors, de prime abord, les autorités avaient résolu le problème du moment, c'est-à-dire donner quelques moyens financiers, quelques biens aux personnes qui en manquaient. Mais il fallait vite dégager cette zone qui était inondée, c'est-à-dire les services que nous avons ici au niveau de la ville, qu'on appelle l'Office de voirie et drainage, devaient venir pour dégager les routes, dégager les caniveaux bouchés, pour justement que l'eau se dégage pour permettre l'accès à ces différentes infrastructures comme les hôpitaux et les écoles et qu'il y ait justement ce travail de réhabilitation rapide pour permettre à ce que les élèves puissent aller à l'école, reprendre le chemin de l'école et pour que les hôpitaux qui étaient endommagés en ce moment-là puissent reprendre leur service. Ça, c'était vraiment des actions urgentes qu'on a faites à ce moment-là. Mais maintenant, nous sommes dans la continuité. Nous nous disons, si on ne résout pas le problème, la cause de toute cette problématique, à chaque pluie diluvienne ou à chaque inondation du fleuve, on va revenir à la même situation. Donc là, on est en train de résoudre le problème de manière systémique pour que ce type de situation ne revienne pas. Ça, c'est vraiment les actions sociales que nous avons pu mettre en œuvre à ce moment-là. Pour les mesures structurelles et non structurelles, effectivement, tout ce qui est structurel, c'est tout ce que nous connaissons de ce que la réglementation, de ce que la loi ou les dispositions légales nous permettent. Parce que par rapport à notre constitution, par exemple, la protection civile, c'est une compétence du niveau national, mais elle doit être envisagée avec le pouvoir local. Donc, il y a un travail qui est fait de manière réglementaire. Nous agissons dans ce sens. Mais quand nous parlons des mesures qui ne sont pas structurelles, c'est là où nous travaillons avec des communautés, là où nous sommes en train de réfléchir sur des initiatives locales, des, 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 une réflexion, comme je l'ai dit, bottom-up, donc des initiatives qui doivent sortir de la base et essayer de réfléchir sur des mesures que nous pouvons prendre qui ne relèvent pas nécessairement du cadre réglementaire juridique tel que nous le connaissons, parce que ça prend du temps. Le gouvernement, il ne met pas en place le budget à temps, tout ce qu'il faut à temps pour qu'on puisse mettre en œuvre tout ce qu'il faut. Là, nous travaillons avec un budget venant des partenaires techniques et financiers, mais c'est limité et on a des priorités. On se limite juste à ce qu'on peut faire avec le budget qu'on a. Mais si on travaille sur d'autres aspects qui n'entrent pas dans ce cadre-là, ça permet justement à quand même trouver des solutions, peut-être temporaires encore une fois de plus, mais au moins on continue à aider les populations à pouvoir se préserver justement de tous ces aléas-là. Donc, c'est un peu ces questions-là qui sont... Parce qu'on est quand même dans un pays en développement, les solutions n'arrivent pas tout d'un coup. Il faut à chaque fois mixer un peu les deux et avancer dans ce sens jusqu'à on va atteindre un moment où on pourra avoir un peu de l'équilibre. Mais pour l'instant, on essaie de travailler tous sur ces différentes initiatives pour que ça marche au même moment. Voilà ce que je peux répondre par rapport à ces questions-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, on a quand même encore du temps, 10 minutes. J'ai une autre question que j'aimerais bien en fait prendre de Vanel. C'est lui qui l'a écrit, hein. C'est pas moi, mais qui me semble assez
assez importante. C'est concernant en fait le travail en cours de la cartographie en fait des risques, comme vous l'avez déjà mentionné. Est-ce qu'elle est déjà en parallèle intégrée à la planification urbaine et au même temps à la formation des futurs voilà, planificateurs et urbanistes et pour prévenir en fait les futures catastrophes. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, quand même, on est capable de prévenir les catastrophes en amont. Et surtout que finalement, on sait dans le cadre du changement climatique que ça va être encore plus en fait répétitif et les chocs et les stress vont être de plus en plus durs. Et à cet effet, euh, la question est-ce qu'aujourd'hui, au niveau en fait du Congo, est-ce qu'il y a en fait ce recensement, cette cartographie d'acteurs, surtout institutionnelle, et qui est primordiale pour savoir qui en réalité intervient déjà et qui sera et qui est nécessaire à intervenir dans le futur. Parce que même quand on parle nous, on sait très bien que même si les spécialistes et les professionnels peuvent en réalité avoir les compétences et en même temps les réponses, mais ils n'ont pas la capacité de prendre les décisions ou d'intervenir. Et du coup, je pense, je reviens ici au premier point énoncé concernant déjà la coordination, le plan d'action, surtout de cohérence, qui peut-être n'existe pas encore, voilà, donc moi je laisse en fait, ce sont des questions-réponses, mais que je pense assez important parce que quand même on parle réellement du Congo, on parle réellement aujourd'hui de deux, disons, un train à double vitesse, c'est-à-dire un où on doit gérer quand même des urgences, donc il faut sauver des vies et donc il faut bien vraiment agir, il ne faut pas se laisser à l'erreur. Et la deuxième chose, c'est par rapport au cadre plus lent qui est la planification. Quel est aujourd'hui réellement l'état des lieux de la situation en place et surtout les acteurs. Qui sont les acteurs qui mènent ça, qui sont en train de gérer cette question. Merci. Merci, c'est une très bonne question. Déjà, en termes de cartographie, il y a des études d'experts qui démontrent en RDC, on a plusieurs catastrophes. On a, disons, une liste de catastrophes qui nous arrivent et qui sont réparties géographiquement dans le pays. Donc, ce n'est pas partout qu'on a les mêmes types de catastrophes, déjà. Mais même ça, cette cartographie-là, je dirais, elle est faite sous le plan académique. Ce sont des chercheurs qui travaillent dessus. Mais sur le plan institutionnel, il n'y a vraiment pas un document que je pourrais dire qui recense tout ça. Il y a vraiment un lieu de faire cette cartographie-là de manière générale. Ensuite, sur le plan institutionnel, on, on a, disons, la gestion des risques et catastrophes n'est pas un secteur, elle devrait être un secteur, je dirais, transversal, avec plusieurs différents acteurs provenant de plusieurs autres secteurs. Mais il faut une coordination, en fait, de cette gestion. Et actuellement, cette coordination est placée au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, vous imaginez l'intérieur, donc, ce qui compte la sécurité des biens et des personnes. Alors, par rapport à cet aspect de sécurité des biens et des personnes, il y a un département qu'on appelle le département de protection civile. Mais la protection civile telle qu'elle est présentée aujourd'hui, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, elle est plus un département qui travaille pas dans la planification, dans la prévention. Elle est plus un département actuellement. Elle agit plus en réponse. Parce que c'est souvent lorsque il y a déjà la catastrophe qu'on voit venir le département de protection civile et qui agit, qui intervient. Et quand vous allez les voir, ils vous disent on n'a pas les ressources, on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir planifier les choses et ainsi de suite. Mais aussi, il y a un autre aspect, c'est que le pays est trop grand. Laisser à un seul département la charge de pouvoir prendre en compte tout ce qui concerne la gestion des risques et catastrophes, je vous donne juste un petit exemple. En 2021, si je ne m'abuse, ou 22, non, 21, il y avait eu l'éruption volcanique
au niveau de Goma, c'est à l'est, au bout, à l'extrême est du pays. Et si on en suit la réglementation, donc le département de protection civile qui est logé ici à Kinshasa, c'est elle qui doit prendre en charge cette question. Déjà, ça pose problème, parce que cette éruption volcanique, elle se passe à Goma, à l'est, à plus de 2000 km, ainsi de suite. L'impulsion ne doit pas venir de Kinshasa. Il faut une certaine forme de décentralisation. Donc, il faut une structuration de tout le service. Et c'est de cela que nous avons parlé au début, où nous sommes en train de mener une étude. Actuellement, elle n'est pas encore finie, malheureusement, sur cette structuration. Comment structurer la gestion des risques? Il faut que l'on sache comment euh, les départements devraient être, la question devrait être déclinée suivant les niveaux d'échelle pour que chacun, pour sa part, puisse prendre en charge les questions qui le concernent. Et en plus de ça, nous allons réfléchir aussi sur des modèles types de plans d'urgence, plans d'intervention d'urgence, des plans de déplacement ou d'évacuation. On vous entend plus, on vous entend plus, oui, Ah, désolé. pas de Désolé, souci. je disais que l'étude, à la fois, elle va réfléchir sur la structuration institutionnelle de la gestion des risques et catastrophes, mais on va aussi proposer aux autorités des modèles types de plans d'urgence, de plans d'évacuation, des plans de contingence, de plans d'évacuation, comme je l'ai dit, pour permettre à ce que, à travers ces documents-là, chaque entité, là où il se trouve, peut adapter les choses pour se préparer à ces différentes difficultés. Mais effectivement, vous nous faites une bonne réflexion sur le plan d'action. C'est important qu'il y ait un plan d'action clair. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu un état, disons, une réflexion de manière générale entre les différents services pour réfléchir sur la manière dont ils peuvent euh, procéder sur ça. Nous voulons, à travers l'étude que nous allons mener, pousser la réflexion justement à ça. Il faudrait à un moment donné s'asseoir et réfléchir. Parce que sincèrement, dans le pays, on a beaucoup de catastrophes. On a les éruptions volcaniques, on a les séismes, on a des glissements de terrain, on a des feux de brousse, on a des inondations, on a des érosions, on a beaucoup de ce genre de situations éparpillées dans tout le territoire. Donc, il y a lieu de vraiment y réfléchir. Là, moi, je parle de Kinshasa parce que je parle je travaille que sur Kinshasa. Mais si on prend toute la RDC, on a plusieurs types de catastrophes qui nous arrivent et il faut absolument réfléchir sur la manière dont il faut procéder. Et ça, c'est important. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vois très bien que par rapport à la situation, c'est que la décentralisation, elle est quelque chose qui est très importante, qui est même nécessaire. Ensuite, en deuxième lieu, c'est concernant la gouvernance, la mise en place en fait aussi de systèmes de gouvernance. Il y a l'aspect de gouvernementalité plutôt aussi, la troisième, qui est une notion qui est toujours mise à l'écart qui concerne beaucoup plus aussi même l'encapacitation des acteurs locaux. Et parfois, on n'attribue pas autant en fait de l'importance à cela, alors que c'est quelque chose qui est essentiel pour pouvoir mettre en place en fait des systèmes d'ordre, de pouvoir et de prise de décision et des éléments en fait qui sont basés sur des attributs, sur des capacités. Il y a toujours ce leadership territorial, notamment, que peut-être aussi ceux qui ont été formés dans les sciences urbaines puissent aussi jouer un rôle qui est assez important au sein des collectivités territoriales. Et je pense aussi qu'il faut être à l'écoute du pôle en fait, scientifique, ceux qui savent et qui connaissent en quelque sorte, disons, même dans le sens des inondations ou le fleuve, parfois on n'intègre pas réellement ou on ne sait pas tout simplement comment un fleuve aussi vit, comment il se développe. Tout ça n'est pas vraiment pris en compte et que je pense aussi qu'il faut revenir vers des approches qui sont beaucoup plus sensibles, des approches qui sont nourries beaucoup plus à un rapport d'adaptation
plutôt que de résistance, parce que la plupart aussi quand on mentionne les interventions structurelles, elles sont beaucoup plus aussi voilà, grises, c'est de l'infrastructure, c'est lourd, ce n'est pas vraiment efficace. Donc il y a toute une révision de tout cela. Et à la fin, je pense que le point qu'on peut aussi apprendre de ce webinaire, c'est que il y a un besoin énorme de mobilisation. Mobilisation, pas seulement mobilisation, mais mobilisation pour agir, mettre en place des plans de coordination, des plans en fait efficaces, qui sont en même temps souples, qui permettent en même temps à être contextualisés et en même temps, voilà, créer cette infrastructure un peu de coordination entre les différentes entités, les cellules, etc. Et puis, le besoin de la transdisciplinarité, hein, à mon sens, il est très important aujourd'hui. C'est on sait bien que là, par exemple, pourquoi les communautés locales arrivent parfois à gérer mieux, parce qu'il y a ces filets de sécurité, il y a c'est aussi cette ancienneté dans les rapports, qui permettent en fait voilà, une réaction beaucoup plus rapide, agile par rapport à cela. Et voilà, donc juste pour moi, je laisse la parole aussi à Vanel pour conclure et à Madame Lucie. Et je vous remercie de nouveau pour cette intervention. On apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris moi-même. J'ai mentionné un peu aussi la newsletter qui va sortir rapidement dans les semaines à venir. Donc Vanel va commencer en fait à aussi travailler sur toutes ces interventions pour pouvoir diffuser un peu plus voilà, les leçons apprises et pour aussi garder voilà, le contact parce que pour nous aussi, on est là pour soutenir les actions sur place, les acteurs sur place, avec ce qu'on peut, bien sûr, mais on est vraiment sérieux dans l'approche et dans l'initiative pour la mener jusqu'au bout. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde d'être là. Et voilà, je vous donne la parole, Madame Lucie, pour conclure et ensuite Vanel. Merci beaucoup. Avant de conclure, je voulais quand même relever quelque chose que vous avez dit effectivement. Je ne l'ai peut-être pas mentionné dans le document. On n'a pas focalisé nos interventions que sur les solutions grises. Nous travaillons aussi sur les solutions basées sur la nature. Donc ça, c'est un autre pan de nos actions. Si je me mettais à parler de ça, je crois que je ferais une deuxième présentation. Mais c'est vrai que nous nous focalisons vraiment sur les solutions basées sur la nature. Et c'est là aussi, nous travaillons avec les communautés parce qu'effectivement, ils ont besoin de s'imprégner de ces questions-là et c'est important. Ça, c'est un autre aspect. On aura peut-être l'occasion une autre fois de pouvoir exposer sur ça. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée par rapport à ces questions. Je suis vraiment ravie de ce que nous évoquons ces questions de résilience et de relèvement post-catastrophe parce que c'est vraiment des sujets dans le milieu, dans les sphères politiques, institutionnelles qui se disent peu. On n'en parle pas beaucoup et il nous faut vraiment, vraiment de plus en plus en parler, de plus en plus le démontrer à travers des initiatives comme vous l'avez fait ici, les webinaires que vous faites. C'est important parce que c'est des questions qui touchent profondément les populations. Il nous faut en parler le plus possible et aussi apporter des solutions concrètes parce que les populations attendent ça. Nous, on circule souvent lorsque nous y allons. Nous voyons vraiment la désolation des populations et qu'ils attendent effectivement des solutions qui leur permettent de mieux vivre. Et pour ça, moi, je suis vraiment, vraiment reconnaissante de votre initiative, de ce webinaire. Et j'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois que nous puissions continuer à échanger sur ces différentes questions et d'autres aspects de la vie urbaine ici à Kinshasa et dans le pays, la RDC. Merci encore pour l'invitation et euh, aux prochaines occasions où nous pourrons encore parler de la vie urbaine. Merci. Merci, c'est nous, c'est nous. Merci, merci à tout le monde. Merci à Madame Lucie pour votre présentation. Comme Youssef l'a dit, moi personnellement aussi, j'ai appris beaucoup de choses.
Dommage que le temps nous est toujours imparti. Sinon, j'avais encore plusieurs questions à vous poser. Mais comme vous l'avez dit, j'espère qu'on aura la possibilité de pouvoir prolonger ces types de discussions. Question d'apprendre plus de vous, mais aussi et surtout de voir comment développer des pans qui puissent permettre à ce que qu'on apporte des solutions de manière concrète, efficace à cette problématique des inondations et à améliorer, on l'espère, la qualité de vie des populations vulnérables. Et donc, je vous remercie pour cela, Madame Lucie. Je remercie une fois de plus tous les participants. Et je tiens juste à dire que nous avons encore trois webinaires qui nous restent dans le cadre de cette série. Les prochains arrivent dans 2 semaines où nous aurons la participation des Trésors Katembo qui est aussi expert en gestion urbaine. Avec lui, nous allons aborder la question des coproductions, des solutions innovantes dans le cadre d'un plan de résilience dans le cadre de la mise en place d'un système d'alerte précoce pour renforcer la résilience des populations en zone à risque. Et après ça, nous aurons 2 semaines plus tard, nous aurons l'intervention du professeur Mampeta Wabassa Salomon, qui est spécialiste en engagement communautaire. Avec lui, nous allons justement aborder les questions qui concernent vraiment l'engagement communautaire. C'est vrai, aujourd'hui, Madame Lucia a évoqué un tout petit peu cette question, mais avec le professeur Salomon, nous allons vraiment entrer en profondeur pour voir comment développer des solutions pratiques, efficaces qui puissent prendre en compte l'engagement des populations concernées et qui puissent accoucher des initiatives qui soient acceptables par ces populations. Et pour finir, nous aurons l'intervention de Bachir Kanouté, qui est urbaniste et directeur exécutif de l'EcoPop, et qui interviendra pour clôturer cette série de webinaires. Donc, nous vous espérons nombreux pour les prochaines sessions. J'aimerais juste vous informer qu'il y aura un replay de ces webinaires. Nous allons vous partager les liens et qui va vous ramener tout droit sur notre site internet, et il y aura les replays et les un condense, un résumé de cette présentation. Et si vous voulez garder contact avec nous, UNSAF va nous partager à tous le mail qui vous permettra de garder contact avec nous, de poser des questions et de poursuivre cet échange, et pourquoi pas d'enrichir les projets avec vos contributions et votre participation. Donc, une fois de plus, merci, et on s'excuse pour les jets débordements du temps. On avait prévu de terminer à midi pile. Là, je vois qu'on est midi 8. Et je vous espère encore pour notre présent pour notre prochain webinaire. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. À très vite. OK. Au OK. revoir. Au revoir.